comment ça va? Je m'en bats les couilles. Moi je vais bien. Vous vous en battez les couilles? C'est parfait. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous vous en doutez, on se retrouve pas pour faire des gaufres. Ça rime un peu, non? Bon non, ok. Alors vous avez vu le sujet de la vidéo dans le titre et dans la miniature, mais je vais quand même faire un peu semblant de teaser pendant quelques secondes, quelques minutes. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu les codes YouTube quoi. Alors pour ceux qui me suivent un minimum, vous savez que j'avais une émission entre guillemets, l'an 2000 l'âge dans des séries où je parlais des séries de l'an 2000, j'essayais d'analyser, décortiquer, tout ça. Malheureusement cette année je passe le bac et c'était des vidéos qui me prenaient énormément de temps donc j'ai plus du tout le temps de les faire, mais je me suis dit merde ça me manque quand même, j'aimais beaucoup faire ce genre d'émission. Donc j'essaie de faire des choses un peu dans le même genre mais qui prennent moins de temps comme il y a quelques temps. J'avais parlé de la fin de 5 dessins animés de mon enfance et du coup justement là encore une fois j'essaie de trouver des sujets de vidéos où je pourrais faire quelque chose plus ou moins dans le même style. Donc j'ai pensé à faire ça avec d'autres séries, enfin d'autres films du coup plutôt, des petits dessins animés, des acteurs, des chanteurs, des auteurs même plutôt, raconter je sais pas des anecdotes de leur vie, surtout leurs inspirations. Voilà, je pensais à prendre des auteurs comme George R.R. Martin, l'inspiration qu'il a eu pour écrire Game of Thrones. J'ai également pensé à parler de stylistes puisque je travaille dans ce domaine même si je pense pas que ça intéresserait grand monde. J'ai également pensé au Disney et à Walt Disney lui-même, qu'est-ce qui l'inspirait pour... et surtout comment il en est arrivé à créer quelque chose d'aussi énorme que Disney, qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau. Et ensuite du coup évidemment j'ai pensé à Disney mais l'entreprise aujourd'hui, comment elle est, leurs inspirations, qui travaille derrière tous les films, les dessous de l'entreprise, les secrets, enfin vous voyez ce genre de choses quoi. Et d'ailleurs si jamais il y a un des sujets que je viens d'évoquer qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au moins je verrai si ça intéresse au moins quelques personnes. Donc j'étais là dans ma chambre, sur mon petit canapé, en train de regarder un peu partout dans ma chambre, en train de chercher une idée et là sur mon bureau, qu'est-ce que je vois? Je vois ma figurine pop Elsa de la Reine des Neiges 2. Et là je me dis, enfin j'ai une idée, enfin dans ma vie j'ai une idée. Je sais pas si elle est bonne, mais je vais le faire. Je me suis dit, mais en fait, les figurines pop, qui en a eu l'idée? Qui a eu l'idée d'un truc pourtant aussi simple? Parce qu'on va pas se mentir, les figurines pop c'est quelque chose de très simple, mais qui marche de fou. Qui en a eu l'idée? Comment? Pourquoi? Quel cerveau a pondu ça? Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, des figurines pop, de l'entreprise, de sa naissance, de comment ils en sont arrivés là. Évidemment je vais un peu parler des collections, de différentes choses, de l'univers des figurines pop aujourd'hui, mais on va beaucoup parler surtout de l'entreprise en elle-même, de comment c'est arrivé là. Alors avant je tiens à prévenir d'une chose, je ne suis pas une grande collectionneuse de figurines pop, en fait toute ma collection se trouve là. Alors ça se voit pas beaucoup mais j'ai juste Elsa jeune de la Reine des Neiges 2, le détraqueur de Harry Potter, et j'ai une mini figurine pop Neville nom du bas que j'ai eu dans un truc, une sorte de mystère mini, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais une boîte mystère quoi, que j'ai en porte-clés évidemment version mini. Mystère et mini, je sais même pas, je crois que je viens d'inventer ce terme, je suis pas sûre. Mais évidemment, partez pas, là je crois que je viens de perdre la moitié de mon audience. Oui, non, je ne suis pas une grande collectionneuse, mais je me suis vraiment renseignée, j'ai bossé mon sujet. Je sais ce que je vais dire, ne vous inquiétez pas, ne partez pas s'il vous plaît. Alors donc pour être précise, dans cette vidéo, il y aura 3 parties. Donc une première où je parle de l'histoire de l'entreprise de ses débuts à aujourd'hui. Une deuxième partie où je vais parler des collections Funko Pop en elles-mêmes. Funko Pop, voilà, si je commence à bégayer dès le début, ça va pas le faire. Et une troisième partie qui est plus une petite partie bonus où évidemment je vais parler des figurines pop les plus rares et les plus chères qu'on connaisse actuellement. Donc on commence maintenant et justement l'histoire de Funko Pop, elle commence le 23 octobre 1998. C'est ce jour-là que Mike Baker décide de fonder l'entreprise Funko Pop. Alors déjà, faut savoir qu'à l'origine, les Funko Pop c'était pas du tout ce genre de figurines qu'on connaît aujourd'hui, non c'était des Bubblehead, si je prononce bien. Vous savez les petites figurines qui ont juste des têtes qui bougent, qu'on met souvent, enfin, qu'on met dans les films américains, ils les mettent dans la vraie vie, personne les met, sur les tableaux de bord des voitures ou des bus. Alors Mike Baker, qui est-ce que c'était? C'était surtout un collectionneur des visages emblématiques de son enfance, que ce soit les dessins animés de son enfance ou les mascottes publicitaires de son enfance, il collectionnait tout ce qui pouvait les concerner. Donc le 23 octobre 1998, avec des amis à lui, il décide de fonder Funko Pop, qu'il fait donc à l'effigie de mascottes de publicité ou de personnages de dessins animés de son enfance. Et l'un des premiers deals importants de la société Funko Pop se fait avec la chaîne de restaurants Big Boy. Ce fut donc la première réussite de l'entreprise, la mascotte de cette chaîne de restaurants, avec un petit corps et une grosse tête sur un ressort. Et donc évidemment, comme vous vous en doutez, cette petite figurine fait partie des plus rares et des plus chères parmi les figurines Funko Pop. Mike Baker, c'est surtout quelqu'un qui a énormément de contacts. Et donc grâce à ses nombreux contacts, il arrive très rapidement à obtenir plusieurs droits d'utilisation pour des personnages populaires de l'époque. De l'époque ou même de sa propre enfance comme Betty Boop. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, à cette époque-là, Funko Pop c'est pas du tout le grand truc massif d'aujourd'hui, non. Toutes les poupées étaient emballées par Mike Baker, deux de ses amis et leurs proches. Enfin, amis et associés évidemment. Et tout ça dans le garage de Mike lui-même. Et pourtant, même à partir de là, l'entreprise réussit à avoir assez vite énormément de fonds. Et donc continue de s'agrandir très vite en récupérant de nouvelles licences. Bon, de nouvelles licences du genre Félix le chat, Tony le tigre ou Garfield ou d'autres.
Tony le Tigre, je vois pas du tout qui c'est. Mais évidemment, Mike ne veut pas seulement se baser sur des licences connues, mais veut carrément sa propre mascotte. Et c'est comme ça que Freddy Funko a vu le jour. Et il devient l'emblème de l'entreprise pour toute une horde de collectionneurs. Les années passent, les licences s'additionnent, les produits sont toujours plus nombreux et les bureaux toujours plus grands. Mais c'est en 2005 que les figurines qu'on connaît arrivent enfin. En 2005, Brian Mariotti rachète Funko. Il apporte donc énormément de changements, à commencer par élargir la gamme de produits sous licence. Là où Mike Baker, lui, se focalisait plutôt sur sa propre nostalgie pour créer ses produits, le nouveau patron, lui, décide de s'ouvrir à toutes les passions. Il embrasse le fait de devenir une entreprise ancrée dans la pop culture actuelle. Mais évidemment, un changement de patron dans une telle entreprise, tout n'a pas été simple. Brian Mariotti le reconnaît lui-même, les premières années sous sa direction ont été très difficiles. Mais bon, après ces débuts compliqués, l'arrivée de la licence Star Wars arrive en 2007, et permet donc à Funko de retrouver un nouvel élan. Ce geste est vraiment ridicule. Et c'est en 2010 que vraiment, là, on touche à ce qu'on connaît actuellement. Warner Bros. Se rapproche de Funko afin de créer une ligne de figurines en vinyle. Figurines en vinyle, ça veut dire avec une tête fixe. Avec évidemment les licences de DC Comics. Cependant, le gérant veut, et ce sont ses propres mots, quelque chose d'unique, de stylé et de joyeux. Rob Schwartz, qui fait partie de l'entreprise depuis ses débuts en 98, avec son équipe, avait créé il y a quelques temps dans ses ateliers des peluches. Des peluches avec de grands yeux ronds, une grande tête et un petit corps. Et là, c'est bon, les figurines ont leur direction artistique. Les premières Funko Pop sont créées. Batman, le Joker, Green Lantern, le Pingouin. Elles font toutes leur début à la San Diego Comic Con et sont immédiatement détestées par tout le public. Ah bah oui, pour tous les anciens collectionneurs de Funko Pop qui collectionnaient leur Bubblehead, c'est un sacré changement quand même. Mais heureusement pour l'entreprise et pour les collectionneurs actuels, beaucoup reviennent vite sur leur première impression. Tout le monde finit par se retrouver dans ces petites figurines à la tête surdimensionnée. Les adultes, les enfants, les filles, les garçons, tout le monde. Propulsant directement Funko à la place d'acteurs majeurs dans la pop culture actuelle. Comme le voulait Brian Mariotti. En 2012, l'entreprise vend pour plus de 20 millions de dollars de marchandises. En 2015, la première box d'abonnement est commercialisée avec des figurines issues de l'univers Marvel et Star Wars. Et en 2016 arrive la box DC Comics. Et en 2017 arrive également une box Disney. Aujourd'hui, il existe des milliers et des milliers de figurines, que ce soit Disney, Harry Potter, Marvel, DC Comics, Star Wars, Game of Thrones, j'en passe et des meilleurs. Alors je tourne aujourd'hui le 9 décembre 2020, et selon mes dernières recherches, il existerait actuellement, je vous laisse me corriger parce que j'ai quand même un gros doute tellement ça me paraît énorme, il existerait 19 123 figurines, toutes estimées entre 2€ et 14 000€, avec un prix moyen de 20€. Voilà donc l'histoire d'une entreprise qui actuellement n'a que 22 ans. Ouais, je le rappelle, cette entreprise n'a que 22 ans. Voilà, donc maintenant cette première partie est malheureusement terminée. Avec une entreprise qui n'a que 22 ans d'histoire, évidemment, je peux pas faire une vidéo d'1 heure dessus. Donc maintenant, pour ceux que ça intéresse, on va parler des figurines en elles-mêmes, de toutes les différentes figurines qu'il existe. Bon, je suppose que tout le monde voit à quoi ressemble une figurine Funko Pop. Des grands yeux tout noirs, une grande tête, un petit corps, pas de bouche et reconnaissable grâce à des détails plutôt minimalistes. Même si, avec le temps, ils essayent d'être de plus en plus détaillés. Elles sont évidemment souvent à l'effigie de personnages de séries, dessins animés, jeux vidéo, films, mais elles sont également par moments à l'effigie de personnes réelles. Des auteurs, des acteurs, des chanteurs, des youtubeurs. Bon, une Funko Pop, en moyenne, ça mesure environ 10 cm. Après, il en existe des oversize qui mesurent environ dans les 15 cm peut-être, qui évidemment servent pour faire des personnages plus grands comme Hagrid dans Harry Potter qui est un géant, Maui dans Vaiana également, ou le Basilic encore une fois dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Pour bien montrer que ce sont des personnages plus grands que le reste de la licence, ils font ce qu'on appelle des figurines oversize. Et à contrario, il en existe des plus petites, d'environ 5 cm, nommées Pocket Pop, qui sont en vérité des porte-clés. Comme actuellement Neville que j'ai ici, et vous voyez bien, il y a quand même une belle différence de taille. Alors personnellement, je savais qu'il existait différents types de figurines pop, mais à ce point-là, j'imaginais pas. Alors déjà, il existe carrément des pop légendaires et épiques qu'on peut reconnaître à leur boîte. Les légendaires sont dans des boîtes jaunes et les épiques sont dans des boîtes violettes. Il existe également des figurines rares car elles sont exclusives et en nombre limité. Souvent, elles ont été produites lors d'occasions spéciales comme des Comic-Con ou autres salons, festivals, conventions, mais la plupart du temps c'est la Comic-Con. Mais ces figurines-là qui sont très rares et qui valent très cher, on va en parler dans la dernière partie, la partie un peu bonus, où justement je vais parler des figurines pop les plus rares et les plus chères. Alors déjà, il existe les figurines Chase. Alors les figurines Chase, en fait, c'est reprendre des figurines normales qui existent déjà, mais leur rajouter un petit détail qui les rend à peu près uniques. Je pense par exemple, je sais qu'il existe une figurine pop Aurore de La Belle au Bois dormant, qui existe en version Chase, et la seule différence c'est que sa robe est toute pailletée. Ou alors, autre exemple que j'ai en tête, une figurine de Sirius Black dans Harry Potter, quand il est en tenue de prisonnier d'Azkaban,
où dans sa version Chase, la figurine est en noir et blanc. Un peu comme justement sur les portraits qu'on peut voir. En général, on peut les trouver en magasin comme les figurines normales et elles valent à peu près le même prix. Et pour vous donner un petit niveau de la rareté, pour 6 ou 8 figurines normales, il y en a une Chase. Et justement, quand vous commandez une figurine sur internet, il me semble, et là, freinez-moi, arrêtez-moi si je dis des bêtises, quand vous commandez une figurine sur internet, vous pouvez en recevoir une Chase sans vous y attendre. Justement, souvent quand vous commandez une figurine, ça peut être marqué possibilité de Chase ou quelque chose dans ce genre-là. Et justement, ça vous indique que vous pouvez recevoir la figurine en Chase, donc un peu plus rare, mais en général, elles valent exactement le même prix que les figurines normales. Alors d'après ce que je comprends, ça commence à changer, bizarrement, dans beaucoup de boutiques, les prix augmentent si c'est des Chase, mais c'est pas le cas partout. Ensuite, il existe les figurines Glow in the Dark. Ah oui, alors évidemment, j'ai pas précisé, mais je pense que les photos vont apparaître au même moment. Justement, ces figurines spéciales, vous avez une petite étiquette sur la boîte. Soit une petite étiquette avec marqué Chase, soit une petite étiquette avec les lettres GITD pour Glow in the Dark. Pareil pour les exclusivités, tout ça, tout ça. Et donc les figurines Glow in the Dark, c'est des figurines qui brillent dans le noir, qui sont phosphorescentes. Ensuite, nous avons les figurines Bobblehead. Petit retour aux sources pour l'entreprise. Comme vous devez vous en douter, la particularité de ces figurines-là, c'est que la tête n'est pas fixe et qu'elle boule grâce à un ressort. Ensuite, nous avons les Funko Pop Clear, qui sont des Funko Pop transparentes, qui sont en général utilisées pour faire des fantômes ou des Patronus, et là je pense surtout à Harry Potter. La figurine pop de Nick quasi sans tête ou la figurine pop des Patronus, ce sont des Clear. Il y a encore ensuite les figurines pop métallisées ou chromées, c'est pas exactement les mêmes, mais je les mets dans la même catégorie. Ce sont des figurines pop où il y a un léger effet métallique ou chromé, justement grâce à une peinture. On appose une légère couche de peinture qui leur donne un style métallique ou chrome. Ou chromé, je sais pas comment on dit, excusez-moi. Ensuite, autre catégorie, et alors celle-là j'aimerais beaucoup en avoir une juste pour toucher, ce sont les Funko Pop Flocked. Si je le dis bien. Ces Funko Pop là, c'est plutôt pour les animaux ou pour les peluches en général, genre Lotso dans Toy Story, où ça a un petit côté un peu velours, on va dire, entre gros guillemets, vraiment. Vous voyez, c'est vraiment juste pour faire un peu comme le pelage, pour le rendre un minimum doux en fait, pour pas que ce soit juste du plastique. Alors après, évidemment, et là c'est plus cher, vous pouvez retrouver des packs de figurines pop à plusieurs. Voilà, au lieu d'avoir une boîte avec juste une figurine, vous pouvez avoir des grosses boîtes avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il me semble 8 figurines. Vraiment, vous pouvez avoir des grosses boîtes jusqu'à 8 figurines qui font toutes partie du même univers, évidemment. Alors ensuite, un type de figurine qui est plutôt récent, il me semble, c'est les figurines Movie Moments, qui vont représenter les personnages dans une tenue particulière, évidemment, mais même dans une scène particulière d'un film. Là, actuellement, la seule que j'ai en tête, c'est Ron sur son cheval, lors de la scène de l'échiquier dans le premier film Harry Potter. Alors ensuite, il existe un dernier type de figurine, mais qui a eu tellement peu de succès qu'en vrai je sais pas si beaucoup de gens la connaissent ou pas, mais vraiment je comprends pourquoi elle a pas eu beaucoup de succès et je crois que ça ne se vend du coup déjà plus. C'est des figurines pixels. C'est vraiment des figurines pop mais en mode Minecraft en mode Lego avec des petits blocs carrés quoi. Bon voilà, alors personnellement moi je connais tout ça parce que j'ai bien bossé mon sujet, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une grande collectionneuse de figurines pop. Il existe encore d'autres termes pour définir des poupées propres aux collectionneurs, comme les poupées flipper, ce sont des poupées à l'effigie du dauphin flipper. Dans ma tête, elle était drôle cette blague. Hein. Non, plus sérieusement, les poupées flipper, ce sont des poupées très limitées que justement on ne peut les trouver aujourd'hui qu'en les rachetant à quelqu'un d'autre sur eBay ou des choses comme ça. eBay, très fort. Donc que ce soit sur eBay ou ailleurs, on ne peut les avoir qu'en les rachetant à quelqu'un d'autre. Et du coup, évidemment, souvent ces poupées valent très cher. Il existe également les pop mini éditions qui sont des pop qui paraissent être de vraies figurines pop de très bonne qualité, mais qui sont en vérité de seconde main. Et franchement, bordel, en écrivant cette vidéo, j'ai fait évidemment beaucoup de recherches et je ne savais pas que la communauté des figurines pop était si grande qu'ils avaient autant de termes propres à eux. Et alors justement, pour ceux que ça intéresse, je vous mets une chaîne qui est justement spécialisée dans les figurines pop. Justement, en faisant mes propres recherches, même sur YouTube, j'ai vu énormément de ces vidéos. Alors là, comme ça, j'ai plus le nom en tête quand je tourne, mais la chaîne est ici. Voilà, pour ceux que ça intéresse, allez-y, c'est cadeau. Il parle beaucoup plus des figurines pop et également des contrefaçons. Ça, je voulais en parler. Mais comme vous le savez, je fais toujours des vidéos trop longues, donc je ne vais pas en parler, surtout je ne m'y connais pas assez. Mais voilà, il parle de plein de sujets, il parle des contrefaçons, des grandes collections, même à travers le temps. Parce que voilà, évidemment, il y a eu des figurines pop qui ont été faites il y a longtemps et qui ont été refaites récemment, mais en plus belle, en plus propre et tout ça, lui, il en parle. Alors maintenant, juste avant de s'attaquer à la dernière partie, un petit encart, une petite parenthèse, pour vous parler de 2 anecdotes que j'ai sur les figurines pop que je voulais vous donner. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, un projet de long métrage d'animation par Warner est prévu. Par Warner Animation évidemment. Enfin, je dis prévu, en cours de négociation plutôt. Voilà, il y a quelques années, on a eu 2 films Lego. Il me semble cette année ou l'année dernière, on devait avoir un film Playmobil, je l'ai pas vu, et un film Funko Pop qui devrait arriver. Et pour ceux qui veulent des précisions, Marc Dardal est prévu pour être le réalisateur. Marc Dardal, il a réalisé et scénarisé
Cusco l'Empereur Mégalo, Chicken Little et également les films Garfield. Et pour être le co-réalisateur et le scénariste, Teddy Newton. Teddy Newton qui est vraiment un vétéran des studios Pixar. Ratatouille, Les Indestructibles, les classiques. Mais en attendant, parce que c'est toujours en négociation, on n'est pas sûr à 100%. Bon, si jamais entre le moment où je tourne et le moment où cette vidéo sort, j'apprends des news, je vous le rajouterai au montage. Mais en attendant que ce possible film arrive, pour ceux que ça intéresserait et pour ceux qui ne le savent pas, il y a un documentaire Netflix sur la création des Funko Pop. Il s'appelle Making Fun, j'arrive pas à parler avec mon appareil dentaire, Making Fun, c'est écrit là, c'est bon. Et voilà, ce documentaire retrace également l'histoire de Funko Pop à ses débuts à aujourd'hui. Maintenant, dernière partie bonus où on va parler des figurines les plus rares et les plus chères de Funko Pop. J'ai applaudi, je me suis éclaté la main. Alors je voulais aussi parler des figurines pop les plus insolites, mais j'en ai pas trouvé tant que ça. Enfin après j'ai trouvé une figurine à l'effigie de Marilyn Manson, ça me suffit. Alors là j'ai 7 figurines parmi les plus rares et les plus chères connues actuellement. Alors les prix peuvent différer parce qu'évidemment j'ai été voir sur énormément d'articles différents. J'ai même regardé plusieurs vidéos YouTube pour voir, mais vraiment autant les vidéos YouTube que les articles sur internet, j'ai pas trouvé de listes similaires. Sur toutes les listes il y avait des changements, des différences. Parce qu'en même temps des choses comme ça, les prix c'est quelque chose qui varie énormément, ça paraît logique. Donc voilà, là je vais juste vous donner 7 figurines parmi les plus chères et les plus rares connues actuellement. Et je tourne au nez le 9 décembre 2020. Alors une des premières figurines de cette liste est une figurine de Green Lantern. Plus précisément une figurine phosphorescente qui brille dans le noir. Cette figurine, elle est sortie en 2010 au Comic Con de San Diego et il en existe que 240 exemplaires. Ce qui explique son prix d'environ 2140 euros. Dollars, pardon, 2140 dollars. Alors là, vous devez vous dire, mais c'est rien cher pour une figurine. À quelle heure des gens payent pour 2000 euros pour une figurine? Ma phrase n'était même pas correcte. Alors ce qui explique le prix de la majorité de ces figurines, évidemment, c'est la rareté. Déjà, comme je vous l'ai dit, le fait que celle-ci, celle de Green Lantern, n'a été faite qu'à 240 exemplaires, ce qui n'est pas beaucoup au vu du nombre de collectionneurs. Du coup, en général, des collectionneurs essayent de les racheter à d'autres collectionneurs mais doivent payer le prix. Et encore 240 exemplaires, il y en a forcément qui ont été cassés, perdus, abîmés, donc il en existe encore moins aujourd'hui. Et alors, même sans aller dans les 2000 dollars, vous pouvez trouver des figurines très chères qui sont exclusives à seulement certains magasins. Voilà, là celle de Green Lantern, elle avait été exclusive à la Comic Con de 2010 à San Diego, mais il y a des magasins comme Micromania par exemple qui ont des figurines, et seuls Micromania ont ces figurines. Voilà, il y a certaines figurines qu'on ne peut trouver que sur certains lieux à certaines dates et en exemplaires limités. Et autre détail qui peut faire augmenter le prix d'une figurine, c'est si elles ont été signées. Par exemple, certaines figurines Marvel qui avaient été directement signées de la main de Stan Lee, malheureusement, après son décès, les prix ont augmenté de manière exponentielle. Mais on retourne dans les figurines qui coûtent plus de 2000 dollars avec une figurine de Loki des Avengers évidemment. Alors il existe plusieurs figurines de Loki similaires, mais celle-ci est une figurine de la Comic Con, encore une fois de San Diego, de 2012. Et elle coûterait environ, parce qu'évidemment ça varie, ça peut varier de quelques dollars évidemment, 2270 dollars. Autre exclusivité de la Comic Con de San Diego, visiblement tout se passe là-bas, une figurine de Batman métallisée qui coûterait également 2270 dollars. Maintenant on passe un cran au-dessus, on arrive aux 3000 dollars avec une figurine exclusive comme toutes les figurines que je présente actuellement. Une figurine sortie en 2013, exclusive à la Comic Con de San Diego évidemment, si vous aviez trouvé, bravo. Il n'existe que 48 exemplaires de cette figurine au monde, voire moins comme certaines ont sûrement été cassées ou perdues. Et cette figurine, c'est une figurine de Dumbo or, qui coûterait environ 3310 dollars. Alors une autre figurine très connue cette fois, une figurine de Vegeta de Dragon Ball Z. Alors apparemment son nom complet c'est Planète Arila Vegeta. Je ne connais rien à Dragon Ball Z, j'ai jamais regardé aucun épisode, je plaide coupable. Cette figurine sortie en 2014 a été exclusive à la Comic Con de New York. Et également à une Comic Con de Tokyo. Elle a fait 2 Comic Con cette figurine et aujourd'hui son prix est estimé à 3500 dollars. Alors maintenant on part sur une autre franchise, la franchise de Star Wars. Encore une fois, tout se passe à la Comic Con de San Diego en 2012, avec une figurine holographique de Darth Maul, si je prononce bien le nom, qui est estimée à 4900 dollars. Juste. Alors maintenant on arrive à clairement une des figurines les plus chères au monde, clairement c'est... Limite c'est la plus chère. Alors après il y a 2 figurines qui seraient encore plus chères, mais pour moi les 2 autres c'est des légendes. Pour moi celle que je vais vous dire là, c'est la plus chère au monde. Alors je pense que je vais juste vous dire le prix. À vous d'essayer de deviner vraiment pendant quelques secondes de quelle licence ça peut venir. Le prix de cette figurine est de 5880 dollars. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner d'où ça peut venir, en quelle année, combien d'exemplaires et de quelle licence. Ouais bon en fait c'est trop chiant d'attendre. Alors évidemment, sans surprise, encore une exclusivité de la Comic Con de San Diego en 2013. Il n'existe également que 48 exemplaires et cette figurine est une figurine Dumbo.
Juste. Alors perso, j'ai jamais été très fan de Dumbo pendant mon enfance. Je ne pense pas dépenser plus de 5000 $ pour une figurine à son effigie. Alors plus précisément, c'est d'une figurine de Dumbo en version clown, comme dans le film d'animation où justement il est habillé, déguisé en clown pour le spectacle du cirque. Je parle comme si je connaissais, je suis même pas sûre d'avoir vu Dumbo dans mon enfance. Maintenant je vais me faire cracher dessus en fait. Tous les commentaires vont juste parler de ça. Bah, au moins ça va peut-être augmenter le référencement. Voilà, alors là du coup j'ai essayé surtout de prendre les chiffres les plus récents. On arrive à la fin de la vidéo, mais avant je vais vous parler de 2 dernières figurines. Pour moi limite c'est des légendes. Normalement elles existent vraiment, mais pour moi c'est des légendes tellement ça me paraît improbable un tel prix pour des figurines. Parce qu'il reste 2 figurines qui seraient encore plus chères. Donc une première figurine à l'effigie du personnage principal de Orange Mécanique, le film de Stanley Kubrick, qui, pour justifier son prix, je vais vous le donner après, n'existerait qu'en 12 exemplaires. Et alors la particularité de ces figurines, c'est qu'elles auraient été, non, pour moi c'est toujours une légende, signées par la main de Brian Mariotti, donc le grand patron de Funko Pop. Et Brian Mariotti, après avoir signé les boîtes de ces 12 figurines, il les aurait lui-même remis en main propre à 12 des plus grands collectionneurs de Funko Pop du monde. Alors je t'avoue que je sais pas trop comment il a fait la sélection, mais il les aurait lui-même donnés à 12 grands collectionneurs. Et son prix serait estimé à 7000 $ à peu près. Et il en existe une dernière qui serait encore plus chère. Alors autant celle à 7000 $ je veux bien y croire, autant celle-là... Waouh, j'ai du mal à y croire. Alors faut savoir que c'est exactement la même que la précédente, donc la même figurine du personnage principal de Orange Mécanique dont j'ai oublié le nom, mais en version phosphorescente. Et alors là évidemment on se dit bah si elle est juste phosphorescente en plus, elle coûte quoi, 20 $ de plus? Non, mais alors elles ont été faites dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'elles ont toutes été signées de la main de Brian Mariotti, et Brian les aurait remis lui-même à 6 des plus grands collectionneurs du monde. Il n'existerait que 6 exemplaires de cette figurine, ce qui explique son prix d'environ 11 000 $. 11 000 $ pour une figurine pop. Ça me fait rire, excusez-moi, mais... Waouh quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espérais faire une vidéo courte, là j'en suis à 1h05 de tournage. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Alors j'espère que j'aurais pu vous apprendre une ou deux choses sur les Funko Pop, ce phénomène quand même incroyable, on peut le dire, tellement on en voit de partout. Comme j'ai dit, personnellement, je ne collectionne pas les figurines pop, tout simplement parce que ce genre de petits trucs, c'est le genre de petites conneries que j'adore qui en plus ne coûtent que 15 €, si on nommait la dernière à 10 000 €. Et justement, si je commence des collections, je pense que je vais dépenser beaucoup trop d'argent là-dessus et non, je m'abstiens. Les seules figurines que j'ai, c'est des figurines qu'on m'a offertes. Alors franchement j'adore ce genre de figurines, mais justement, pour mon porte-monnaie, je vais prendre la distance avec les figurines pop. Mais donc voilà, j'espère que ma vidéo aura été utile à au moins une personne, que ça aurait pu au moins renseigner une personne. J'espère qu'elle vous aura plu, alors évidemment, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, vous jouez.